Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous sur 01net TV. C'est parti pour le 10e 100% gaming. Vous le savez, votre rendez-vous dédié au gaming tous les mois sur 01net TV. Avec au menu un spécial Nintendo et Mario Kart 8 Deluxe qui a déboulé il y a quelques jours. Qu'en pensent les rédactions de Jeux Vidéo Magazine et de 01net.com? On va voir ça dans un instant, mais ça a l'air plutôt pas mal. On restera aussi dans l'actu Nintendo avec cette nouvelle console qui a été annoncée là il y a quelques jours à peine. Il s'agit de la Nintendo 2DS qui sort dans quelques semaines. On verra ce qu'elle apporte. Côté jeu, focus sur l'un des gros jeux du moment que Emeric a testé. Il s'agit de Prey, disponible à la fois sur PC, PS4 et Xbox One. On regarde les toutes premières images de ce jeu. Et puis on terminera par une licence qui est peut-être à bout de souffle, mais qui va revenir visiblement avec quelque chose d'assez nouveau, assez costaud. Il s'agit de Call of Duty avec le World War II qui sortira en fin d'année, bien sûr. Voilà, va-t-il un petit peu sauver cette licence qui commence, on le disait il y a un instant, à s'essouffler? On verra ça tout à l'heure. Bienvenue, c'est parti pour ce 10e 100% gaming sur 01net TV. Et bien sûr, je vous présente nos invités tout de suite. À ma gauche, c'est Eric Le Bourlou. Bonjour Eric. Bonjour. Eric est fan de jeux vidéo, vous le savez, de Nintendo, et il teste actuellement Mario Kart. Il va nous donner son sentiment. Arnaud de Kayser est là aussi, rédacteur en chef de Jeux Vidéo Magazine, comme chaque mois. Salut Arnaud. Fan aussi de Mario Kart. Oui, j'aime beaucoup. Parce que là, il y a pas mal de polémiques. Certains disent, mais attendez, c'est la même chose que le précédent, on ne sait pas où on va, etc. On va en parler. Et puis Emeric Siméon. Salut Emeric. Bonjour à tous. Emeric, avec qui on va faire un point sur Prey et sur toute l'actu du jeu vidéo de ce mois. Mais pour débuter, le cadeau que nous vous offrons avec notre partenaire Acer. Très joli cadeau, encore une fois, ce mois-ci, puisqu'on vous offre un super moniteur gamer avec un écran de 24 pouces, résolution Full HD, avec une dalle qui a un temps de réponse ultra court d'1 milliseconde. Quand on joue comme ça, notamment en réseau, c'est très important. Il y a aussi un filtre pour réduire la fatigue oculaire, vous le savez, avec ces fameux rayons bleus qui sont censés abîmer nos yeux. Donc là, il intègre la techno Blue Light Eater et puis... voilà, donc c'est ce qu'il vous faut. Si vous êtes un fan de jeu, vous pouvez brancher ça évidemment sur un PC, mais aussi sur une console. Et ce Predator XB1 Series, vous le gagnez tout de suite. Comment en jouer? C'est très simple, comme d'habitude. Vous allez sur la page concours de 01net.com. Pour la trouver, rien de plus simple. Vous allez sur Google, vous tapez concours 01net.com, vous tombez sur la page, vous laissez vos coordonnées, vous vous inscrivez et vous laissez le hasard faire les choses. Bonne chance! Ça y est, il est dispo depuis fin avril. Mario Kart 8 Deluxe est arrivé. Arnaud et Eric vont nous donner leurs sentiments. Regardez, d'ailleurs, il est tellement à fond. Eric, il ne peut plus se séparer de sa console. Carrément. Il joue entre les crises. Il est tout le temps avec. Mais c'est vrai que... Bon, juste un mot peut-être sur la Nintendo Switch qui rencontre un succès phénoménal, Arnaud. Complètement. Je pense que même Nintendo ne se doutait à aucun moment de rencontrer un tel succès. Inattendu. Ils ont dû doubler leur production pour faire face un peu à la demande. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes, ils pensaient pas forcément faire autant de ventes. Mm-hmm. Donc oui, ça a l'air d'être un gros succès. On dit déjà que ça sera peut-être un succès aussi gros que la Wii. Bon, c'est encore un petit peu tôt pour le dire. On en trouve facilement ou il y a encore des ruptures? C'est très compliqué d'en trouver. C'est difficile d'en trouver, il y a beaucoup d'attentes. Thomas et Pierre qui réalisent cette émission et qui sont fans aussi de Switch et qui ont craqué, qui n'ont plus de vie d'ailleurs depuis quelques jours, voire quelques semaines, ont du mal à la trouver. C'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est un succès d'autant plus inattendu que finalement, comme on avait dit ici d'ailleurs, le line-up de départ, on n'était pas forcément convaincus. Et finalement, on voit qu'il y en a de plus en plus partout. Les gens n'arrêtent pas d'acheter des Switch, limite effrayant. La Switch Mania. Et il s'est il s'est vendu plus de Zelda qu'il n'y a de console. C'est-à-dire que Zelda s'est vendu à 100,7% du taux d'équipement c'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont acheté 2 fois, voire 3 fois. C'est un truc que j'ai jamais vu. Un peu à fond quand même. Je vais acheter 2 Zelda au cas où il y en a un qui marche plus. Garder sous blister pour la collection. C'est vrai, Blockbuster, donc le premier Zelda qui a tout cassé, on en a parlé évidemment dans le précédent 100% Gaming, qui est une vraie réussite. Et puis là, boum, deuxième Blockbuster, Mario Kart 8 Deluxe. Ouais. Alors, évidemment, c'est un Mario Kart, donc forcément, on tombe sous le charme. Quand on commence à y jouer, surtout en multijoueur, on est complètement cuit, on passe les week-ends entiers. Mais malgré tout, on peut avoir quelques petites déceptions. Ouais, alors moi je préfère d'abord parler du côté positif du jeu, c'est qu'effectivement, c'est un Mario Kart, à chaque fois que ça arrive, on dit on connaît la sauce, on connaît la musique, on l'a déjà fait 1000 fois.
Et puis dès qu'on reprend la manette en main, qu'on est 3-4 potes devant la télé, c'est reparti, quoi. C'est que voilà, ça marche tellement bien, c'est tellement bien calibré en termes de gameplay. Et il y a vraiment une courbe d'apprentissage, c'est-à-dire que c'est facile à prendre en main, comme on dit, et très difficile à maîtriser. Parce qu'il y a quand même pas mal de subtilités, notamment dans les turbos, etc., qu'on peut enclencher dans les virages, qu'on peut enclencher dans les sauts. À certains endroits, il y a des raccourcis très, très vicieux, etc. Donc finalement, oui, ça devient quand même à un certain niveau, ça devient vraiment très prenant. Est-ce que c'est pas justement un défaut, ça? Le fait que petit à petit, Mario Kart de génération en génération, alors pas se complexifie, mais s'enrichisse au point que avant, on y jouait comme ça de manière très très simple et on comprenait tout de suite les règles et on avait une prise en main qui était presque instantanée. Alors, ça devient pas Non, parce qu'en fait, ils ont rajouté des options qui permettent à ceux qui ne sont pas très bons de pouvoir jouer, notamment le pilotage automatique dans les virages, qui permet en fait à ceux qui ne maîtrisent pas bien de rester. Là, on sur est plus en mode arcade en fait. Voilà. Et en fait, c'est paramétrable pour chaque joueur. Donc, il y a certains joueurs qui préféreront enclencher l'automatique s'ils ne sont pas très bons. Et ceux qui maîtrisent, ils pourront l'enlever. Si vous déclenchez d'ailleurs les deux options de pilotage automatique, vous pouvez faire le circuit et en mode 50 cm3, vous finirez sans doute avant, sans même toucher aux manettes, avant les IA. Donc c'est vous dire à quel point le jeu peut être facile. Oui. Non, mais c'est vrai que ça reste Mario Kart. Hein. Tout le monde connaît Mario Kart et c'est vrai qu'il est très facile d'adorer ce jeu. Mais déjà, moi je voulais dire que c'était sans doute ça le vrai hic de la Switch. Parce que maintenant qu'il y a une base installée de Switch assez importante, quand vous avez 2 ou 3 amis qui ont acheté une Switch, et ce jeu-là, évidemment Zelda, on y joue pendant 150 heures, mais en solo derrière son écran. Là, vous allez donc pouvoir jouer avec vos amis et profiter vraiment d'une des vraies innovations de la Switch, c'est-à-dire ces petites manettes qui se détachent et donc prendre la console, arriver dans un parc ou chez un copain où vous voulez et pouvoir jouer à 2 sur un écran, en écran splitté sur l'écran de la console de la Switch avec les 2 petites manettes, les 2 Joy-Con. Donc ça, c'est quand même peut-être la première vraiment killer app de la Switch, contrairement à Zelda qui est un jeu assez traditionnel, génial mais traditionnel. Là, Mario Kart profite vraiment du support de ces nouveaux Joy-Con. C'est génial parce que comme c'est une console portable, on aurait pu la comparer à la Nintendo DS avec laquelle on ne pouvait pas jouer à 2 sur la même DS. C'était pas possible. Là, voilà, on détache les 2 petites manettes, on a chacun sa manette et on joue comme si on était devant la télé. Et on peut même jouer avec une seule. Alors il faut 4 Joy-Con, mais on peut même jouer en écran splitté à 4 sur une même console. On l'a fait, ça marche. On peut jouer. Alors on va pas y jouer pendant 5 heures. Pour être à 4 devant un écran comme ça, il faut qu'on soit tous les uns sur les autres. Non, ça va à peu près. Finalement, on s'en sort, même si c'est pas aussi confortable évidemment que jouer sur la télé, mais en l'occurrence on peut quand même, si vous voulez, on l'a fait au restaurant, allez, on sort la Switch et on se fait une petite partie de Mario Kart en 5 minutes. Il faut 2 Joy-Con plus 2 autres Joy-Con d'une autre Switch par exemple. Ça c'est vraiment c'est vraiment ce qui apporte la vraie nouveauté de ce Mario Kart, qui effectivement sinon est un peu une ressucée, on va dire, du Mario Kart qui avait été lancé sur la Wii U. C'est le mode multijoueur, donc c'est ce que tu disais, de sublime ce jeu. J'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de problèmes de réseau au début lorsqu'il a été lancé. Ça ramait pas mal, ça laguait pas mal. Ça s'arrange ou pas? C'était surtout le cas aussi sur la Wii U, je crois. Oui, mais effectivement, ça a toujours été Nintendo n'est pas non plus au niveau, je pense, de sa plateforme en ligne de Sony ou de Microsoft. Donc le jeu en ligne, il arrive effectivement que vous soyez déconnecté. C'est d'ailleurs dommage qu'on perde des points alors que c'est pas de notre faute parce qu'on a abandonné une course sans le vouloir. Si t'as pas la fibre, t'es un loser, quoi. Ouais. Non, mais il y a certaines, c'est surtout dû à la plateforme, je pense. Mais il y en a moins qu'au début. C'est vrai qu'au premier jour du lancement du jeu, je pense qu'il y a eu un afflux massif de gens sur le jeu, d'autant que pour l'instant c'est gratuit. C'est que Nintendo va faire payer toutes ces fonctions bientôt, mais pour l'instant ça reste gratuit. Vous pouvez donc accéder aux jeux en ligne sans payer. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques petits problèmes de connexion. Maintenant, ça a l'air de plutôt bien marcher quand même. On va voir comment réagissent les joueurs quand on va devoir payer pour accéder à la plateforme en ligne. On paye bien pour les autres consoles. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est vrai que Nintendo a toujours eu cette élan de générosité. En théorie, ce sera quand même moins cher. De ce qui avait été annoncé, murmuré, etc., ce sera quand même moins cher que les abonnements Xbox Live et parle de 5 € par mois, c'est PlayStation Plus. Un petit peu plus quand même, normalement. Les premiers chiffres qui avaient été donnés, c'était entre 15 et 20, il me semblait. 15 et 20 € par mois ? Non. Par an. Ah, par an. Oui, je parle bien par moins an. cher. En revanche, PSN, le PlayStation Plus ou Xbox Live, je suis plus sur l'Xbox Live Gold, vous propose des jeux quand vous êtes abonné. Et ça, c'est quand même quelque chose qui fidélise énormément les gens. Là, si vous avez juste accès aux jeux au réseau. Mais peut-être que Nintendo le proposera aussi. Peut-être. Je sais pas. Faut voir. Les connaissant, si c'est 15 € par an, je suis pas sûr. Peut-être des vieux jeux. Voilà, c'est possible. Oui, parce qu'il y a un vrai marché aussi du jeu rétro, indé, etc.
Exactement. Exactement. Aussi. Hein. Enfin, les développeurs sont clairement invités à venir développer leurs petits jeux sur la Switch. Enfin, leurs petits jeux, pas de connotation péjorative. Hein, voilà. Mais des jeux, donc de se faire la main finalement sur la Switch, qui est, paraît-il, une plateforme sur laquelle on peut développer relativement facilement. Donc, quelque part, on pourrait peut-être imaginer que dans le programme de fidélisation de Nintendo, il y ait 1 ou 2 titres, voire 3 titres soient offerts peut-être à la souscription. Bon, après, on n'en est plus, mais peut-être qu'à la souscription, on pourrait tout à fait imaginer que Nintendo offre 1 voire 2 jeux comme ça, voilà, sans y revenir après. Et c'est vrai que ça fait même des petits jeux vintage, hein, on serait preneur. Hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Un bon vieux Street Fighter, quoi. Ouais, ça serait bon, ça. Voilà. Est-ce qu'on peut se dire que ce Mario Kart 8 Deluxe est le meilleur Mario Kart de tous les temps? Ouais, je pense qu'on peut le dire quand même. Hein, je sais pas. Pour moi, il y a des bas. Pour moi, c'est en un sens le meilleur Mario Kart de tous les temps parce que c'est vrai qu'il est déjà hyper agréable à le jouer. Moi, sinon, mon Mario Kart de cœur serait le premier, celui sur la Super NES. C'est celui sur lequel j'ai le plus passé de temps. Mais bon, tout le monde n'a pas connu cette glorieuse période de la Super Nintendo. Certains n'étaient pas nés. Oh mon Dieu. Et ce qui est cool justement, et c'est une des nouveautés de ce Mario Kart, c'est le retour de mode arène qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait à l'époque sur la Super NES. On retrouve même la musique. S'éclater les ballons. Voilà, avec le mode pour s'éclater les ballons, etc. Et ça, c'est très cool pour tous les gens qui ont connu le Mario Kart de la Super NES. C'était pas présent sur la version Wii U et c'était un peu naze d'ailleurs, les arènes de la version Wii U. Là, il y a vraiment un renouveau sur les arènes, c'est plutôt cool. Et puis bon, c'est le jeu familial par excellence, quoi. Vraiment, si effectivement il y a trentenaires, quarantenaires qui ont des enfants qui veulent partager les jeux vidéo avec leurs enfants, c'est vraiment le jeu incontournable parce que c'est instinctif, c'est automatique, c'est fun et donc non, franchement, c'est une valeur sûre sur la Switch, pardon. Ouais, c'est clair. Les différences avec la version de la Wii U? Elles sont ténues, je crois. Hein. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Il y a effectivement ces nouvelles arènes. Donc ça, c'est quand même pas mal, hein, parce que quand on joue avec ses amis ou quand on joue en ligne, il y a vraiment beaucoup de nouveaux défis. Il n'y a aucun nouveau circuit. Mais par contre, vous avez les DLC qui étaient sur la Wii U. Si vous n'avez pas joué à la version Wii U, c'est clairement, là, il faut absolument le faire, parce que vous allez découvrir vraiment les meilleurs circuits de Mario Kart, hein, qui sont tous réunis là. Il y en a 42, 46. Ouais, il y en a 42, je crois. 42, et ce qui fait un sacré paquet. Et en plus, il y a tous les circuits historiques, les plus grands circuits de Mario Kart dans cette version. Mais il y a tous les DLC qui sont compris, qui étaient en option sur la version Wii U. Et il y a quelques petites nouveautés. Il y a par exemple un boost supplémentaire quand on arrive vraiment à bien déraper. Vous avez un 3e niveau de boost. Donc ça, c'est pour un peu pour les experts. On a la possibilité d'avoir 2 options. Eric est à fond, hein, il compte les boosts et tout. Donc on en est là. Hein, c'est important. Hein. On sait que le dérapage en Mario Kart, ceux qui ne savent pas déraper gagneront jamais une course. Hein, voilà, c'est ça. Et il y a aussi la possibilité d'avoir 2 options. Avant, on ne pouvait avoir qu'une option qu'on lançait. Maintenant, il y a des blocs avec 2 points d'interrogation que vous pourrez récupérer, donc avoir une option en rab une fois que vous en avez lancé une. Donc ça, c'est une petite innovation comme ça qui est plutôt sympa quand on se retrouve un peu à la ramasse en 8e ou 9e place pour essayer de remonter. On sait que la Switch est un petit peu plus puissante que la Wii U. Est-ce que ce jeu est un petit peu plus beau que la version Wii U ou pas? À peine, hein, franchement, c'est en 1080p, mais moi j'ai pas vu énormément. Non, il n'y a pas de différence, mais c'est en 60 FPS déjà, donc c'est vrai que c'est très agréable à jouer. Oui, c'est et c'est très très fluide y compris sur l'écran de la console. C'est super d'ailleurs, encore une fois. Hein, franchement, ça le fait carrément. Même si on dit oui, voilà, aujourd'hui on parle d'écran de smartphone en Quad HD, etc. Là, c'est que du 720p, mais on s'en prend plein les yeux quand même. Hein. Ouais. Et moi, ça m'a même un peu rassuré par rapport à Zelda qui, sur un écran de télé, et notamment en écran 4K, peut faire un petit peu mal aux yeux. Parce qu'on a l'impression que la résolution est moindre de Zelda par rapport à Mario Kart. Elle est clairement moindre. Là, Mario Kart est vraiment top, y compris sur une télé. Voilà, donc vous l'avez compris, hein, si vous avez une Switch, ça peut être même simplement le bon prétexte de vous offrir une Switch si vous en trouvez une de Mario Kart 8 Deluxe et vous rajoutez un petit Zelda et puis voilà, vous êtes tranquille. Vous n'aurez plus de vie. C'est ça. Autre actu Nintendo importante. Nintendo a annoncé ces derniers jours une nouvelle console portable. Oui, la 2DS XL. Un peu inattendu. Moi, je m'attendais pas du tout parce qu'ils annoncent une nouvelle console. Et en plus, on se rappelle que la première 2DS était en fait d'un seul bloc, avec l'écran intégré dans vraiment d'un seul bloc. Là, ils sont revenus à un écran qui est rabattable. Écran 3DS. Voilà, en fait, c'est ça, à la forme de la 3DS classique.
Je trouve ça un petit peu étrange. En même temps, c'est pas non plus quelque chose de mal. Hein. Et puis bon, la bonne nouvelle, c'est que il n'y a pas de 3D, donc ça c'est cool. C'est ça, ils ont arrêté ce gimmick de la 3D qui en fait qui servait à rien, quasiment à rien. Voilà. Et moi, je la trouve plutôt séduisante cette console. En fait, même si maintenant la Switch est sortie et que d'un point de vue technique, c'est quand même moi qui considère la Switch comme une console portable. C'est sûr que la 3DS a pris quand même un sacré coup de vieux, mais c'est pas le même prix, 150 €. Mais c'est 150 €. Elle est vraiment pas chère et elle est plutôt, moi je la trouve plutôt pas mal en fait d'un point de vue design. Alors apparemment, elle est quand même fait très plastoc. Elle est pas voilà, mais c'est une pour les enfants. Et puis il y a un catalogue de jeux quand même sur 3DS qui est juste hallucinant. 3DS de DS, tout le parc installé 3DS de DS fonctionne sur la console, donc ça c'est dingue. L'écran, paraît-il, est vraiment meilleur que la précédente console. Le processeur est plus puissant. Donc je sais pas à quoi ça va servir. C'est je pense le même processeur que sur la New 3DS, qui a eu quand même pas mal d'itérations de la 3DS. Et il y a la dernière 3DS sortie, c'était une version un peu plus puissante avec ce petit stick supplémentaire à droite qui vous permet de bouger la caméra sur certains jeux. Mais on va voir, peut-être que Nintendo va à l'occasion de l'E3 nous sortir peut-être des nouveaux jeux pour la Nintendo 2DS. Peut-être que ça va donner un coup de boost justement aux jeux portables qui étaient un petit peu en sommeil là. Voilà. Même si je pense que l'E3 là quand même Nintendo va surtout mettre l'accent sur la Switch. Je pense que ça va être quand même leur principale ambition, c'est de fournir du catalogue pour la Switch, parce qu'il va falloir quand même si on est content d'avoir Mario Kart et Zelda, continuer l'arrivée de la 2DS XL n'arrête pas le flot de jeux qui étaient d'ores et déjà prévus, dont on sait qu'ils vont arriver. D'ailleurs, quand elle a été annoncée, ils ont annoncé qu'il y aurait un jeu Epic Min, je crois, et puis il y a un jeu avec Lemmy, et puis il y a un Fire Emblem là, qui va pas tarder à arriver aussi. Donc Fire Emblem était prévu, les deux autres un peu moins, mais voilà, ils vont pas arrêter non plus le développement des jeux portables sur leur console portable, les vrais pour le coup, celle-ci. Voilà, c'est juste, ça va donner un périphérique supplémentaire de jeux nomades dans le catalogue Nintendo et permettre de peut-être mettre les premières 3DS au rencard et permettre à ceux qui ont toujours rêvé d'avoir une 3DS moins épaisse de pouvoir enfin retrouver ce confort d'écran qu'on ouvre et qu'on ferme. Dans un form factor peut-être un peu plus grand mais un peu plus mince, donc voilà, non, c'est pas idiot. On a dit 150 €, ça sort en juillet je crois, fin juillet, donc, voilà, on a le temps de économiser un petit peu, c'est ça. Si vous êtes à sec après, ça fait la Switch. 3 jeux Switch quoi. voilà. 3 jeux Switch, non, c'est 2 jeux. C'est 3 jeux Switch, pardon, c'est 50 €. Je crois que c'est la console, c'est ça. Allez, on enchaîne, on quitte Nintendo pour s'intéresser à l'actu des jeux du moment. Emric, alors tu nous as sélectionné pas mal de choses, mais avec Arnaud, vous vouliez réagir sur, on va dire, le jeu du mois, on est d'accord, c'est Prey. Complètement, Donc sur PC, sur Xbox One et sur PS4. C'est ça. Qui commence? Prêt, c'est. On peut faire pas mal de jeux de mots si on peut. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On va vous parler de prêt. On voit plutôt mieux de près que de loin, etc. Enfin bon, il y en a plein, puis on va pas tous les faire là. Quand on aime beaucoup de jeux, c'est l'amour est dans le prêt, forcément. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y en a d'autres ou pas? Non, on va arrêter là. Un peu plus près des étoiles, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, on remercie les 2 auditeurs qui nous restent, qui nous regardent et qui n'ont pas zappé parce qu'ils ne peuvent pas, en fait, ils n'arrivent pas. C'est ça. Alors, Prey, pour resituer un peu dans le contexte, c'est un jeu qui a été développé par Arkane Studio. Arkane Studio, c'est un studio franco-américain, on va pouvoir dire ça comme ça, puisqu'il y a une grosse antenne aux États-Unis, donc à Austin, dont Prey est le bébé finalement. Et puis il y a tout ce qui est développé en France, notamment Dishonored. Et en fait, si je fais référence à Dishonored, c'est pas pour rien, puisqu'en fait on retrouve énormément de Dishonored 1 et 2 dans ce Prey. Alors Prey, c'est quoi? C'est on va dire un survival horror dans l'espace. Voilà. Un peu ce qu'était Dead Space, avec le côté peut-être un peu moins bourrin de Dead Space. Là, on est vraiment plus dans je découvre. Stratégie pas tellement stratégie, c'est vraiment je découvre, j'y vais à tâtons. Je cours pas comme un malade dans les niveaux à défourailler tout ce qui se passe. J'ai un peu peur parfois ou pas? Oui, clairement. Clairement, c'est-à-dire que on va dire que l'intérêt des ennemis de Prey, en tout cas pour certains, c'est ça s'appelle des mimiques, et donc ils imitent certains éléments du décor. Donc ainsi, vous allez rentrer dans une pièce, vous allez vous approcher, tiens, il y a rien dans la pièce, c'est sympa, je m'approche d'une boîte, et puis d'un coup, paf, la boîte en fait c'est un ennemi, et elle me saute dessus. Et les ennemis ressemblent à quoi? À des espèces d'ombres avec des espèces de pattes qui grouillent un peu partout. Et si vous les perdez de vue, hop, ça y est, youpi, elle se retransforme en un autre objet et là, on continue un petit peu à tâtonner. Donc, Prey est
pardon, est vachement bien. C'est un des rares jeux auxquels j'ai pris énormément de plaisir à jouer là, ces derniers jours, et Dieu sait qu'il y en a à la maison, parce qu'en fait, on est happé assez vite. Et surtout pour ceux qui adorent aller fouiner, farfouiller dans tous les coins, faut vraiment le faire. Et c'est pas parce qu'un accès est fermé qu'il n'y a pas un autre moyen d'y accéder. Pas parce qu'une porte est fermée que je peux pas me débrouiller en sautant, etc. Il y a un côté un peu débrouillard qu'il faut avoir dans ce jeu-là, tout en gardant à l'esprit qu'à n'importe quel moment, on peut se faire tomber dessus par un espèce d'ennemi un peu bizarroïde dont on ne sait pas trop ce qu'ils sont. Arnaud, qu'en a pensé la rédaction de Jeux Vidéo Magazine ? Alors moi, donc effectivement, j'ai pas joué, mais j'ai lu le test de mon journaliste. Oui, il y a beaucoup de références dans Prey. Il y a des, ça ressemble un peu à du BioShock, ça ressemble encore plus loin à du System Shock. Donc là, c'est vraiment, on parle de jeux un petit peu plus vieux, ou même du Deus Ex. Effectivement, comme tu dis, cette façon d'appréhender chaque niveau et de trouver soi-même la voie qu'on veut finalement, avec des armes un petit peu originales comme le pistolet glu qui permet en fait effectivement de faire et puis il y a l'arbalète des escaliers nerf comme aussi. ça un petit peu. Il y a une arbalète façon nerf. Enfin, c'est un truc que j'avais jamais vu. Non, mais c'est vrai, c'est avec des vraies flèches en mousse et elle fait pas mal. C'est-à-dire que le sol, ça va être un outil qui va pouvoir permettre, par exemple, d'accéder à un écran très loin parce que les écrans sont tactiles. Donc le bout des flèches permet par exemple d'agir sur l'écran de loin. Il y a des situations dans lesquelles on peut se tirer comme ça. Alors voilà, sans trop spoiler, c'est une arme qui a complètement rien à faire dans un jeu comme ça parce que c'est un jeu de survie quand même, et là on vous donne des flèches en mousse pour survivre, notamment avec cette arme là. Et ce qui est marrant, c'est que dans le jeu on comprend très clairement que cette arme là a été fait aussi pour tromper l'ennui dans la station, c'est à dire qu'il y a énormément de choses à lire, énormément de mails, etc. à lire, et on se rend compte que cette arbalète nerf, c'était un outil de détente entre les chercheurs et scientifiques qui sont coincés dans cette station, parce que voilà, faut quand même dire ça aussi, on est coincé dans une station spatiale, et le pitch c'est on sait pas ce qu'on y fait. Pourquoi on est arrivé là ? Parce qu'on a complètement perdu la mémoire. Donc pourquoi le contexte, etc. C'est ça, et on apprend sur soi. Mais c'est un côté un peu Total Recall pour ceux qui connaissent un peu le vieux film, parce qu'en fait, de temps en temps, on va avoir des enregistrements de vidéos de soi qui vont nous apprendre des choses sur soi qu'on a complètement oubliées. Donc c'est assez rigolo. Alors, par contre, je crois que c'est assez exigeant quand même, parce que j'ai compris, il y a vraiment des pics de difficulté assez élevés, donc il faut savoir qu'on va un petit peu en baver quand on y joue. Voilà, moi, ça m'a l'air très bien. Maintenant, j'ai un peu peur pour le jeu qui sorte un peu au mauvais moment, c'est-à-dire qu'il est juste avant le 3. Il n'y a pas eu beaucoup de publicité autour. Je ne sais pas s'il va trouver son public. Aujourd'hui, c'est les campagnes marketing aussi qu'il faut. Voilà, et là, franchement, moi, je trouve qu'ils en ont pas beaucoup parlé, alors que c'est plutôt un bon jeu. Voilà, encore une fois un peu hardcore, donc pas non plus pour tout le monde. On verra s'il arrive à trouver son public, quoi. On enchaîne avec Warhammer. Oui. Donc c'est le Dawn of War. 4000, Dawn of War 3. Voilà. Donc qui est sorti là. On est sur PC, bien sûr. C'est ça, jeu de stratégie, alors qui reprend beaucoup du premier, un peu du deuxième, pour ceux qui connaissent. Donc le premier, c'était vraiment un jeu de stratégie avec je fais mes bâtiments, je fais mes unités, je pars à l'attaque, etc. Le deuxième était plus de la gestion de héros. Caractéristiques de héros, certains héros vraiment très fermés dans leur spécialisation, mais qu'on équipait avec tout l'arsenal Warhammer 40 000, du bolter, de la scie tronçonneuse, on n'est pas là pour se faire des bisous, clairement pas. Et dans Dawn of War 3, c'est dommage parce que on aurait bien voulu qu'ils se fassent des bisous là sur les images, mais non, j'ai pas l'impression. Alors là, c'est des images de gameplay que j'ai fait sur les premières missions pour peut-être spoiler un petit peu la suite des aventures, etc. Alors bon, il y a plein de choses qui ont été dites sur ce jeu qui sont plus ou moins vraies. T'as reçu un gros bisou là. Voilà, c'est ça, un gros poutou. Ça, donc c'est un jeu sur lequel effectivement il va falloir développer sa base, collecter des ressources, produire des unités et remplir des missions sur des cartes. Jusque-là, rien de très original finalement. Néanmoins, on retrouve tout l'univers et l'arsenal Warhammer, toutes les unités propres au jeu de plateau Warhammer 40 000, donc pour ceux qui ont joué. Et ça, c'est assez rigolo. Voilà, c'est mythique. Donc, on retrouve les Dreadnoughts, qui sont ces espèces d'énormes machines plus ou moins mi-humaines, mi-etc. On a chez les Eldar, on a qui sont l'une des races jouables du jeu. On a les Furies, les Banshees, etc. Il y a énormément de choses. On retrouve vraiment tout l'arsenal, tout l'univers. Néanmoins, c'est vrai qu'il est assez bourrin. En normal, moi j'ai testé en normal et en difficile. Alors en normal, c'est du bourrin, je sélectionne, j'envoie, j'attends de voir ce qui se passe. En difficile, c'est pas la même. Il faut un peu plus de jugeote, etc. Et puis il y a tout le multijoueur aussi qu'il faut appréhender. Et qui est un peu pas facile à appréhender de prime abord parce que campagne solo et multijoueur sont liés
sur un certain nombre de choses, notamment l'acquisition de compétences, de héros, etc. Et là, j'avoue que là-dessus, on est un peu border sur le côté du jeu. C'est peut-être ça qui pêche, c'est que de temps en temps, on a un peu l'impression qu'il va falloir utiliser de la monnaie gagnée dans le jeu pour pouvoir débloquer un certain nombre de choses. Et là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à un peu moins adhérer et que je trouve que c'est pas vraiment dans la philosophie de Rollic, donc qui est le studio qui l'a développé, etc., qui a notamment développé Company of Heroes, des choses comme ça. Parce qu'on a un peu l'impression qu'il va falloir payer pour avoir accès à tout le jeu. Et ça, c'est des modèles économiques qu'on connaît bien et ça plaît pas forcément à tous les joueurs. Surtout quand on paye un jeu plein pot, j'imagine, au début, comme c'est le cas. C'est ça. Mais tu veux dire qu'il y a des achats in-game dans le jeu ? Alors, c'est plus ou moins travesti comme ça. C'est-à-dire qu'il va falloir gagner de la monnaie dans le jeu. Des pièces en fait pour pouvoir débloquer certaines aptitudes. Et si t'as pas assez de pièces, tu peux acheter des pièces en fait. Alors ça, très honnêtement, j'ai pas trouvé comment faire. Je sais pas si c'est possible parce que je me suis pas tout à fait penché sur le vrai système économique du jeu. Néanmoins, j'ai quand même perçu que si j'utilisais pas un certain nombre de pièces pour déverrouiller des capacités, je n'aurais pas accès à ces capacités. Dans un instant, on va parler du dernier petit bijou de Benoît Socal. Siberia 3, avec, vous allez voir, un avis plutôt mitigé de nos spécialistes qui sont là. Mais auparavant, je tenais quand même à vous rappeler le cadeau que nous vous offrons aujourd'hui dans ce 100% gaming. Un très joli cadeau. Si vous êtes un fan de gaming, franchement, avoir un moniteur comme ça, je pense que ça vous fera plaisir. C'est le Predator en fait, qui fait partie de la XB1 série, 24 pouces, Full HD. Avec une dalle qui a un temps de réponse ultra court, d'1 milliseconde, donc c'est très bien. Ce filtre aussi pour réduire la fatigue oculaire si vous jouez plus de 24 heures par jour. Ce qui est déconseillé. Ce qui est déconseillé, quand même, rappelons-le. Et vous pouvez brancher un PC, bien sûr, mais aussi une console, etc. Voilà, un beau cadeau que nous vous offrons via zeronet.com et la page concours de zeronet.com. Voilà, pour la trouver, c'est très simple. Vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Zeronet et concours, vous trouvez la page, vous laissez vos coordonnées, vous vous inscrivez, vous participerez au tirage au sort pour ce Predator XB1. Siberia, donc, 3, jeu qui était très attendu. Voilà, fait par quand même l'un des papes du jeu vidéo français, c'est Benoît Socal. C'est ça. Dessinateur aussi. Voilà, dessinateur. Enfin, voilà, c'est un vrai artiste qui va bien au-delà du jeu vidéo. On attendait beaucoup de ce jeu. Ouais, surtout que ça, il s'est fait attendre aussi. Voilà. On en attendait combien beaucoup. d'années qu'il est je sais pas, mais c'est une dizaine d'années au moins. Je crois. Je crois qu'entre Siberia 2 et ça fait en tout cas longtemps qu'on nous l'annonce. Une petite dizaine d'années peut-être. Oui, parce que ça a été développé par un studio. Après, je crois que ça s'est arrêté, que c'est reparti avec un autre. Enfin, ça a été assez compliqué. Donc, voilà. Est-ce que l'attente était au niveau? Moi, j'ai pas à jouer, donc je préfère laisser Émeric en parler. Mais enfin, en tout cas, nous, c'est vrai qu'on a été assez déçus à la rédaction. Le test est plutôt mitigé dans le sens où c'est très old school dans l'approche. Rappelons le concept du jeu. Ouais, alors qui a quand même évolué en fait bizarrement entre le 2 et le 3 parce que Siberia 1 et 2 sont ce qu'on appelait des point and click. Donc je clique à un endroit pour que mon bonhomme y aille, etc. Voilà, s'y déplace. Là, on est plus du tout dans un point and click, on est dans une aventure puisqu'on peut y jouer à la manette en fait. Elle se déplace en temps réel avec la manette. D'ailleurs, je vous conseille de jouer à la manette parce qu'au clavier c'est une horreur. Non mais on va le dire. Voilà, donc il vaut mieux avoir un paddle et ça permet quand même d'appréhender un petit peu mieux son espace et le personnage. Mais effectivement, comme le disait Arnaud, c'est très old school sur beaucoup de points. Alors pas au niveau graphisme, parce que le graphisme c'est une patte. On n'adhère pas, très bien. Néanmoins, on a perdu un petit peu quand même de l'univers très automate. Siberia 1 et 2. Alors il y a toujours un peu de machinerie, etc. Mais bon, bref. Le jeu a évolué, il a essayé d'évoluer, il a évolué, ça c'est certain. Peut-être pas forcément dans le sens dans lequel on l'attendait. Voilà. Il y a effectivement beaucoup de mécanismes qui sont datés dans ce jeu, des choses, même des contrôles, des mouvements de caméra, pour être un peu technique, des mouvements de caméra qui sont tout à fait surprenants, voire déconcertants, on se dit mais pourquoi la caméra se met comme ça alors que absolument pas, ça se prête absolument pas à la scène. Les contrôles du personnage, par exemple, vous tournez à un coin de rue, vous aviez votre stick enclenché sur la par exemple vers vous, et bien en fait la caméra change, et ben la personnage va tourner le dos et va repartir dans l'autre sens. Pourquoi tu fais ça, reviens. Voilà, c'est ça. Et à part ça, mais sur le fond, le jeu est assez reste dans ses premiers amours, c'est-à-dire que c'est un monde dans le fan de Siberia adhérera sans doute, sera peut-être un peu déçu, mais il se fera quand même l'aventure. Je pense qu'il retrouvera quelques Eric, marques. t'as joué toi Siberia ou pas? Oui, j'y ai joué il y a longtemps, mais là, effectivement, là, je vois, j'ai pas du tout joué à celui-là.
mais rien qu'à voir les images, là, on voit quand même que techniquement, ça, oui, ça a l'air un petit peu à la ramasse, pour être gentil, parce que effectivement, je vois ça, et c'est marrant parce que je viens de voir qu'il va aussi sortir sur Switch. Parce que je me disais, là, effectivement, sur la Switch, il n'y aura pas de problème. Pas. Il va bien tourner sur la Switch, il n'y aura pas de souci, mais c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu... Sans un manque de moyens, je pense, tout simplement. Ouais. Et pourtant, c'est un jeu qui a dû coûter, qui a mis des années de. Ouais, mais bon, c'est bon. Donc je pense qu'il y a une vraie volonté de faire. Enfin, je pense qu'il y a une volonté artistique avant tout. Ouais. Mais comme tu dis, plus dans ça a dans les peut-être contrôles, un etc. petit peu handicapé le jeu finalement. Mais c'est pas un problème d'avoir justement abandonné le point and click, parce que pour moi, Syberia, c'est du point and click. C'est ça. Là, justement, c'est un jeu d'aventure, d'enquête, quoi. Ouais, mais je pense qu'ils se sont dit que c'est plus possible en 2017. Il y a du point and click. Il y en a encore. Bien sûr. Mais même sur des grosses super productions comme ça. C'est quand même un gros jeu. Ouais. Puis je pense que peut-être qu'ils ont été un peu trop ambitieux. Je ne sais pas. J'ai pas encore une fois, je l'ai pas joué. Point and click sur console, bon courage. C'est ça. Et c'est un marché dont on peut pas se fermer aujourd'hui. La console, voilà. Donc compliqué. Ouais. Je regarde ce que fait Telltale, par exemple, c'est du point and click. Parce que je joue en ce moment un jeu Telltale qui est génial, et c'est une forme de point and click finalement. Et ça marche sur console, on peut jouer sans problème avec un pad. Ça fonctionne. Sûrement, mais je pense que là, pour rester dans l'ambiance point and click, ça aurait été très difficile de pouvoir tout contrôler au stick, sélectionner, etc. Je pense qu'il y aurait eu un côté un peu fastidieux qui aurait rebuté certains en fait. Donc dans un instant, on va se poser la question, est-ce que la licence Call of Duty est à bout de souffle, les amis? Et oui, parce que là, on en est à la 8e version? Plus que ça, je Call of. Enfin voilà, donc là, 10 versions, comment dirais-je, le trailer de la nouvelle version qui sort à la fin de l'année est sorti, et visiblement, voilà, elle trouve quand même pas mal de points positifs par rapport aux précédentes. Ouais. On va en parler dans un instant, mais auparavant, et rapidement, Aymeric, tes deux autres coups de cœur, j'allais dire, en tout cas, les deux autres actus du mois, c'est Persona 5 et Nier Automata. C'est ça, alors Nier Automata est sorti un petit moment déjà, et Persona 5 aussi. Néanmoins, c'est des jeux coup de cœur parce qu'il faut savoir que je suis complètement hermétique à beaucoup de jeux japonais. Alors j'adore Final Fantasy, tout ça, mais quand c'est trop teinté japonais, j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans, et pourtant j'adore la culture japonaise. Comme beaucoup d'ailleurs. Voilà, comme beaucoup. Et ces deux jeux-là ont de quoi vous réconcilier avec l'univers nippon. Notamment Persona 5, je me suis retrouvé au Japon, j'ai eu la chance d'y aller, et je me suis retrouvé dans les rues de Tokyo en jouant à Persona 5. Et ça, c'est quand même assez dingue. Et c'est un jeu qui mélange à la fois du jeu vidéo et de l'animé, donc du manga sous forme de dessin animé, on va dire ça comme ça. Et il le fait avec brio. Et l'univers est noir et assez dingue. Oh non, non, pas avec brio, non. Pardon, j'ai pas entendu. Avec brio. Avec brio. D'accord. Donc voilà, c'est très. La patte artistique est très particulière, il faut aimer ou pas. Enfin, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un jeu auquel il faut jouer, ne serait-ce que pour sa culture de joueur. Voilà, très clairement, personne. En plus, c'est une grosse licence. Ouais, c'est complètement délirant. Ça sort, c'est un peu otaku en même temps. C'est un peu plein de choses. Voilà. Et Nier Automata, alors. Pas du tout pour le coup, là on est sur quelque chose de beaucoup moins délirant, on est beaucoup plus dans quelque chose de beaucoup plus froid, beaucoup plus mécanique, on parle de machines, sur une terre qui est désolée, parce que c'est vraiment de l'apocalypse, etc. C'est un jeu de rôle action japonais, donc c'est un AJRPG, on va dire ça comme ça. Ça c'est sur PC et PS4. Tout à fait. Et Persona n'était que sur PS4, on va le rappeler. C'est assez hallucinant, Nier. Moi, je partais avec un gros a priori et finalement, j'ai été assez emballé. Alors, c'est très exigeant. On parlait d'exigence tout à l'heure en termes de gameplay. Là aussi, il faut quand même savoir qu'il y a toute une part, la première partie de l'aventure, on ne peut pas sauvegarder. Parce que c'est un jeu dans lequel il n'y a pas de point de sauvegarde automatique. Donc il y a toutes les premières minutes du jeu. Au début, je m'étais mis en difficile en me disant je vais y arriver. Chez Aymeric, quoi. Attendez les gars. C'est ça. En fait, il faut quand même savoir que j'ai galéré 2 heures avant de pouvoir sauvegarder et en recommençant le jeu depuis le début. C'est-à-dire vraiment avec le. Ah ouais. Donc une fois que je me suis mis en normal, là j'ai pu y arriver, j'étais content et j'ai pu sauvegarder. Ouf, ça y est, c'était bon. Et j'ai pu commencer à découvrir le jeu. Et la profondeur de jeu est assez dingue. On peut faire beaucoup de choses. Il y a plein de jeux dans le jeu.
Et les quêtes, même secondaires, ont une narration qui est très bien amenée. La quête principale est très bien amenée aussi. Il y a vraiment de quoi passer des heures et un bon moment. Et j'ajoute que c'est un jeu qu'il faut faire plusieurs fois de suite parce qu'en fait, à chaque nouvelle partie qu'on recommence, des éléments changent autant dans le scénario que dans l'action. Il y a vraiment des nouvelles possibilités. La durée de vie. Je crois qu'on peut le faire 3 fois de suite et à chaque fois il y a des nouvelles choses. Donc c'est super intéressant. Voilà, Nier Automata. Et on termine donc avec ce trailer qu'a balancé Activision il y a quelques jours là encore. Ouais. C'est tout nouveau. C'est le nouveau Call of Duty World War II. Alors on peut se poser plein de questions. Bon, Call of Duty, c'est l'un des jeux qui se vend le plus chaque année. Oui, c'est une très grosse licence. Avec les FIFA, enfin tout ça, c'est vraiment de très très grosses licences. Malgré tout, le précédent a déçu pas mal de fans, Arnaud. Ça fait un moment que les précédents déçoivent pas mal les fans quand même. Enfin, sans me faire l'avocat du diable. Le dernier particulièrement, qui avait reçu 1 million de pouces bas sur YouTube quand même. C'était une des vidéos les plus détestées. Voilà, donc c'est quand même pas rien. Un bon record. Là, c'est plutôt le contraire. En fait, c'est des sommes en plus phénoménales. Là, c'est des milliards pour Activision ce jeu-là, parce que ça se vend à des dizaines et des dizaines de millions d'exemplaires. Et puis il y a de l'ambition e-sport derrière. C'est des jeux qui coûtent aussi des fortunes à développer. Enfin, voilà. Oui, je crois que les ventes sont bien en deçà de ce qu'ils espéraient, par rapport aux autres années. Donc voilà. Donc là, du coup, ils ont un peu abandonné l'espace, qui était finalement, une fois qu'on est arrivé dans l'espace, on peut plus vraiment faire grand-chose dans les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il y a plus le problème de Call of Duty, c'est qu'ils ont tout fait, quoi. Donc, tu fais l'espace, tu fais des conflits qui existent plus ou moins. Tu fais la guerre d'Afghanistan pour certains. Tu reviens dans l'histoire. Tu reviens dans l'histoire. Tu vas te balader. Tu fais des uchronies. Tu verses un peu dans la SF avec du bio, du méca. Oui, moi je veux dire à tel point, tout a été fait que je me demande s'il faudrait pas faire une pause, quoi. Juste arrêter un peu avec Call of Duty, peut-être. Une nouvelle guerre, comme ça, ils pourraient faire des jeux. C'est vrai que Call of Duty tous les ans, ça commence un peu. Mais c'est une telle machine à cash. Oui, c'est vrai. Donc là, maintenant, ils ont entendu les fans. Maintenant, on revient aux fondamentaux, la Seconde Guerre mondiale, machin. Voilà, ça reste effectivement une grosse machine à cash avec. Alors, je sais que moi, je suis pas fan. Je vous dis, c'est vrai que je suis pas un gros joueur de Call of Duty ni de FPS en général, mais c'est vrai qu'on voit, c'est un peu comme FIFA, on voit ce jeu revenir tous les ans avec un mode solo qu'on finit très très vite. En général, tu me contredis, mais qui sera peut-être un peu plus étoffé cette fois, parce qu'ils ont l'air de vouloir mettre en avant quand même la camaraderie, le côté Band of Brothers. Donc avec plusieurs personnages qu'on peut incarner, etc. Même si à mon avis, effectivement, ça sera pas non plus 20 heures de jeu. Et puis un mode solo rapide à finir et un mode finalement multi qui est dépassé par sa concurrence, si je ne m'abuse. Donc c'est vrai que parfois il est peut-être bon des fois de faire une petite pause se faire désirer un peu. Exactement, ce qu'a fait par exemple Ubisoft sur Assassin's Creed. Mais le problème, c'est que Mm. La licence Call of, c'est tellement une machine de guerre. C'est ouais, oui, je sais. Ils sont en train de développer déjà, j'imagine, la future génération et même la génération d'après. De toute façon, c'est des studios qui tournent. Ils sont à 3 studios sur la licence. C'est un truc de fou. Et c'est difficile. Enfin, il y a une inertie, c'est-à-dire que ils ne peuvent pas dire le dernier n'a pas marché, Coco, tu me casses tout et tu changes. Donc voilà. Oui, je pense que la décision de le faire à la Deuxième Guerre mondiale, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps qu'ils l'ont pris. Mais moi, je pense qu'il va bien marcher celui-là parce que on en saura plus à l'E3, bien sûr. Ah oui, et sortie fin d'année, comme d'habitude. 3 novembre. Voilà, le 3 novembre pour ce Call of Duty. Rapidement, je vous rappelle qu'on vous offre ce cadeau sur la page concours 0net.com, un super moniteur Predator, donc d'Acer. Allez-y, Full HD, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour bien s'amuser. Vous allez sur la page 01net concours et vous laissez vos coordonnées, vous participerez au tirage au sort. Bonne chance! Éric Le Bourlou, Aymeric Siméon, Arnaud de Kayser, merci beaucoup à tous les trois. Et on retrouve évidemment Jeux Vidéo Magazine dans les kiosques. Le 20 mai, le prochain numéro. Enfin, il y en a un kiosque là, et là, le prochain arrive le 20 mai. Voilà, nous, on se retrouvera pour débriefer le 3, les amis, parce que vous y allez. Enfin, Aymeric, tu y vas avec Pierre. Oui. Et on se retrouvera pour un 100% gaming spécial le 3. Arnaud, ça va dépoter. Espérons qu'il y a. Oui, il y a des grosses annonces concernant la Scorpio, que tout le monde attend et on va beaucoup en parler de cette console, forcément. Merci beaucoup et merci de nous avoir suivis pour ce 10e numéro de 100% Gaming. Portez-vous bien et à très vite sur 0net TV.